Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité sur Foyo Télévision et bien sûr sur la 96.3 FM. Vous l'avez su, vous l'avez bien compris. Qualification des équipes phase finale de Coupe. Portez-vous sur le traitement à elles réservé lors des compétitions internationales à l'échelle mondiale, bien sûr. L'Afrique, comme vous le savez, on s'interroge, est-elle suffisamment représentée dans des compétitions internationales? 5 pays sur les 32 qui y participent, est-ce suffisant pour l'Afrique? Pourquoi aucun pays africain n'a jusqu'ici jamais remporté une phase finale de Coupe du Monde? On s'interroge là également. Est-ce un manque de talent, une préparation insuffisante, un manque de motivation ou même de patriotisme? Sinon, peut-on trouver des raisons ailleurs dans des aspects autres que ceux que nous avons évoqués? En tout cas, et pour rester dans l'actualité, quelles sont les chances des 5 représentants de l'Afrique au Qatar 2022? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Voilà, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à Foyo Télévision, c'est votre émission, la quotidienne bien sûr, le point sur l'actualité. Et aujourd'hui, comme nous le disions dans nos propos liminaires, nous parlons de la géopolitique du sport. Le football comme moyen de domination, quel regard apportez-vous sur le traitement des pays africains dans les compétitions internationales? La question vous est posée, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Et bien pour en parler ce soir, 2 invités parmi lesquels notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir à notre copanéliste qui est arrivé ici et qui va certainement savourer la grâce, mais surtout la chaleur des studios de For You Media. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toute la direction générale qui est à pied d'œuvre pour que cette émission ait lieu. Bonsoir également à tous les techniciens qui font de leur mieux, qui sont au four et au moulin, pour que nous puissions avoir des images de qualité. Ces techniciens, bien sûr, qui chaque jour nous montrent qu'il y a de l'amélioration dans la manière de nous conduire. En tout cas, c'est eux les véritables stars. Nous, on essaye tout simplement de leur ravir la vedette. Et vous avez parlé de notre deuxième invité, et pas des moindres, très connu dans le milieu sportif et bien sûr dans les analyses géosportives dans le monde. Il a parcouru plusieurs continents pour essayer de comprendre les méandres de ce qui se passe dans le jeu géopolitique sportif. Il est avec nous ce soir, c'est bien sûr Emmanuel Mahop. Bonsoir Emmanuel Mahop. Bonsoir, c'est Librissime Bachir, permettez-moi de vous appeler comme ça, parce que vous êtes quelqu'un de très connu à travers le monde également. Je salue le frangin, copanéliste. Je salue les audio téléspectateurs évidemment, parce qu'on est en télé et en radio, oui. Les techniciens évidemment, et tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui aiment l'évolution de l'Afrique et tous les sportifs africains de manière globale. Merci d'être là. Tout l'honneur, il est pour nous de vous avoir sur les plateaux de For You Télévision et bien sûr mon collègue. Et cette fois-ci, c'est Baudelaire Nguéné qui est avec nous exceptionnellement. On me dira pourquoi Baudelaire. En tout cas, bonsoir Baudelaire. Merci d'être là. Bonsoir Bachir, bonsoir à ton magnifique panel. Bonsoir surtout à nos nombreux téléspectateurs, toujours nombreux quand il s'agit bien sûr du point sur l'actualité. Et bien sûr, vous l'avez compris, vous le voyez très souvent dans l'émission Prolongation et même dans les commentaires des matchs. Hier encore, il vous a fait vivre la victoire des Lions indomptables du Cameroun face au Fennec d'Algérie. C'était merveilleux, on l'a écouté, mais aujourd'hui, on le veut surtout pour faire le point sur l'ensemble des représentants du continent africain. Baudelaire, vous avez la parole. Eh oui, parlons donc des 5 représentants du continent africain lors de ce mondial Qatar 2022. Ce matin encore, le quotidien burkinabé Wakat Sera titrait Mondial 2022 et si c'était enfin l'année du continent africain. En tout cas, durant bien sûr cette compétition, on aura droit à 3 lions pour rugir, un aigle
pour voler sur le ciel qatari. Il s'agit bien sûr des Aigles du Carthage, de la Tunisie et bien sûr d'une étoile, les Black Stars du Ghana, pour certainement briller au firmament. Parlons précisément bien sûr de ces sélections-là qui sont qualifiées pour cette phase finale de la Coupe du Monde, en commençant bien sûr par les Lions de la Teranga du Sénégal qui hier, lors bien sûr de ce match qui les opposait aux Pharaons d'Égypte, ont réussi à composter leur ticket pour ce mondial. Mais ça n'a pas du tout été facile, détrompez-vous. Pourquoi? Parce qu'au match aller, les Sénégalais se sont inclinés du côté du Caire, 0 but contre 1. Alors hier, du côté du stade Diamniadio de Dakar, l'équation était là. Peut-être pas évidente à résoudre, mais pas impossible. Pourquoi? Parce que le Sénégal devait s'imposer par 2 buts d'écart minimum pour pouvoir bien sûr remporter sur cette rencontre. Alors tout a bien commencé pour les coéquipiers de Sadio Mané dès la 3e minute avec le but de Boulaye Dia, mais par la suite les Sénégalais sont retombés dans leur travers, enchaînant maladresse, technique et inefficacité devant les buts. Résultat des courses des Pharaons les pousse jusqu'aux prolongations, voire au tir au but, et à l'image de ce qu'on a vécu lors du mois de février au stade, on va le dire comme ça, le stade Yaoundé, là-bas, où s'est disputée cette fameuse finale. Une fois de plus, ce sont les Sénégalais qui prennent le dessus en s'imposant au tir au but face aux Pharaons d'Égypte. Ce qu'il faut retenir, c'est que la star égyptienne Mohamed Salah, qui évolue du côté de Liverpool, a manqué son tir au but, alors qu'en face, son coéquipier en Coupe, Sadio Mané, a transformé le 5e tir au but. C'est assez rare quand même pour Salah de louper cet exercice. Hein. Ouais. C'est souvent très très rare de le voir louper, mais il en manque même en club. Parfois, il lui arrive parfois de manquer ses tirs au but, mais là, hier, on le savait, c'était pas le tir au but qu'il fallait manquer parce qu'il y avait un mondial à l'horizon, mais finalement, le sort en a décidé autrement. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il avait eu, on va le dire comme ça, pratiquement 2 tentatives. En 8e de finale face à la Côte d'Ivoire et surtout en demi-finale face au Cameroun, on l'avait vu, il avait converti avec une facilité déconcertante, mais hier, ça n'a pas marché. Résultat des courses, l'Égypte ne participera donc pas à cette phase finale de Coupe du Monde. Alors, prochain match. Le prochain match a opposé... oui, bien sûr. Je crois que c'est le Maroc. On a parlé justement, on a parlé de ce trio des Lions. On a parlé des Lions de la Teranga. Parlons des Lions de l'Atlas du Maroc. L'équipe entraînée par Vaïd Halilhodzik, qui, dès sa prise de fonction, a été critiqué. Pourquoi? Parce que c'est un entraîneur qui est réputé être une forte personnalité qui impose ses choix. On l'avait vécu lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait fait des choix forts. Il n'avait pas sélectionné Hakim Ziyech de Chelsea. C'était également désolidarisé de Masraoui, faisant des choix forts. Résultat des courses, le Maroc a été sorti derrière les quarts de finale. Il était donc attendu au tournant sur ces barrages-là. Au match aller du côté du stade des Martyrs de Kinshasa, le Maroc était en souffrance. On avait vu des léopards, qui a ouvert la marque, mais ce Maroc-là avait eu des ressources mentales et physiques pour refaire son retard pour un match nul de 1 but partout à l'arrivée du côté de du côté de Rabat. C'était plutôt toute autre opération parce que là, il fallait prouver aussi bien dans le contenu que dans les choix que devait nous proposer le coach Vaïd Halilhodzik. C'est ce qu'il a fait parce qu'au bout, bien sûr, de cette rencontre, il y a cette large victoire sur le score de 4 buts à 1 avec un but, bien sûr, du Parisien, du latéral droit du Paris Saint-Germain, qui s'est illustré en inscrivant bien sûr le 4e but, c'est Achraf Hakimi. Donc voilà donc pour cette équipe du Maroc qui a convaincu aussi bien dans le jeu que dans le contenu. Le coach Vaïd, on s'amuse à dire que finalement on a retrouvé son match référence, peut-être celui-là qui pourrait définitivement lui permettre d'entrer dans les cœurs de ces nombreux Marocains. Alors après le Maroc, le 3e lion, c'est bien... Le Lion, pour ne pas dire les Lions indomptables du Cameroun, ceux-là qui ont effectué l'impensable, même comme quelqu'un le disait, et certainement avec la professeure de Marius Tokam, on va l'écouter. Je crois que c'est le général Makosso. Qu'est-ce qu'il disait, Marius? Est-ce qu'on peut l'écouter là? Alors, pas encore, Makosso. En tout cas, il a dit impossible n'est pas camerounais. Il l'a rappelé. Allez, allons-y. Vous faites bien de le parodier parce qu'il le disait clairement, impossible n'est pas camerounais. Pourquoi impossible n'est pas camerounais? Parce que cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, on l'a quitté ici même à Douala, Japoma, le 25 mars dernier sur une défaite face au Fennec d'Algérie. L'unique réalisation de la rencontre avait été inscrite bien sûr à la 40e minute par l'attaquant du Sporting Portugal, Islam Slimani, sur coup de pied arrêté. Le Cameroun partait donc du côté de l'Algérie avec un désavantage. L'équation également là n'était pas simple à résoudre, mais était tout de même possible parce que le Cameroun devait s'imposer pour gagner, composter son ticket, gagner par 2 buts d'écart minimum.
Alors, tout commence bien pour les Lions indomptables du Cameroun. Dès la 22e minute, but du Bavarois, Eric Maxime Choupo-Moting qui glace complètement le stade Mostafa Tchaker de Blida. La rencontre par la suite s'enlise, les esprits bien sûr s'échauffent, on voit une rencontre âprement disputée jusqu'à ses prolongations et cette fameuse 118e minute. Il est sorti de nulle part, Ahmed Touba, lui qui est sorti du banc de touche pour placer une tête imparable, pour tromper enfin le portier André Onana, impeccable durant toute la rencontre. Et là, l'Algérie égalise, du coup, est qualifiée. À la 118e minute, l'Algérie est qualifiée. C'était sans compter sur le fighting spirit, la détermination, l'enthousiasme des poulains de Rigobert Song qui, jusqu'au bout de la nuit, 124e minute, Kaltoko Ikambi, l'attaquant de l'OL, sort de nulle part sur une déviation de Michael Gadou-Gadui. Eh bien, il plonge, on va le dire, tout un peuple dans l'émoi total parce que là, le stade est resté glacé sur ce deuxième but inscrit par Kaltoko Ikambi. Le Cameroun s'impose dans la foulée, 2-1 et compose son ticket pour le Qatar 2022. Alors, il s'agit précisément de la 8e participation du Cameroun, un record jusqu'ici pour les Lions. Il faut bien le dire, c'est un record. Et comme les Camerounais le disaient, dans les vestiaires algériens, il y avait les pleurs du Mbolé. Ça, c'est sûr. Parce que, même pas seulement, même sur la pelouse, à l'issue de la rencontre, l'entraîneur Jamel Belmadi s'est pris la tête à deux mains parce qu'il n'en revenait pas. Alors, la suite. Eh bien, la suite, bien sûr, avec... C'est la Tunisie, je crois bien. Ouais, les aigles de Carthage de la Tunisie qui, eux, étaient en mode gestion. Pourquoi je dis gestion? Parce qu'ils ont profité d'un coup de sort du côté du stade du 26 mars de Bamako, le 25 mars dernier. Ils avaient profité d'une erreur d'un défenseur malien qui avait marqué contre son camp. Et au match retour à Tunis, ils ont géré durant 90 minutes, score de la partie, 0 but partout entre le Mali et la Tunisie. Résultat des courses, la Tunisie s'impose grâce à ce but inscrit donc à l'extérieur. Ils étaient en mode gestion, mais ils réussissent quand même à composter leur ticket pour la 22e édition de la Coupe du Monde. Et bien sûr, le dernier match opposait le Nigeria au Ghana et ce sont les Black Stars du Ghana qui ont remporté cette palme. Ah ben, ça, c'est une autre sensation de cette soirée folle du côté d'Abuja. On l'a vu, les images qui circulaient en boucle sur les réseaux sociaux, le public nigérian qui a envahi le stade s'est livré à des actes de vandalisme parce qu'il n'en revenait pas. Le grand Nigeria se fait sortir à domicile alors que le scénario était là, l'avantage de jouer un match retour à domicile afin de s'imposer tranquillement face à une équipe qui a complètement loupé sa canne ici au Cameroun, sorti par les Comores, le Ghana qui a réussi à accrocher le match à domicile face aux Super Eagles du Nigeria. Au match retour, ils ont réussi à faire la bonne opération. Premier but inscrit par le capitaine du jour, Thomas Partey, qui, d'une frappe imparable, trompe donc le portier nigérian. Par la suite, il y a eu ce but de Trostekong sur penalty, mais on le sait, en Afrique, le but à l'extérieur compte double. Donc, ce qui fait que le Ghana aujourd'hui composte également son ticket, fait surtout son grand retour en phase finale de Coupe du Monde, 8 ans après sa dernière participation, c'était en 2014 du côté de Brésil. Ça, c'est quand même l'une des rares étoiles, comme le disait le quotidien burkinabé Wakat Sira, qui devrait donc briller au firmament au mois de novembre prochain du côté du Qatar. Et bien sûr, je vous lis un message, il vous concerne, c'est Mélanie qui nous suit depuis quelque part dans le monde et dit « Monsieur Nguéné, vous êtes simplement formidable dans votre élément ». Merci donc à Mélanie de nous faire signe que tout le monde est en train de nous suivre. Alors, Nguéné Baudelaire, en tout cas, on ne peut que vous dire merci parce que vous avez planté le décor. À présent, nous, on va y aller pour le décryptage et ce sera du point de vue géopolitique après la transition que nous propose Marius Ntoka. Voilà, merci donc à notre cher Séverin qui est de l'autre côté. Alors, Emmanuel Mahop, on revient donc et les téléspectateurs africains nous suivent. On leur a promis une émission dans laquelle on va essayer de comprendre pourquoi l'Afrique n'arrive pas à remporter une phase finale de Coupe du Monde. Quel est le problème? On a 5 représentants et c'est ainsi depuis 2000. Je vais me retrouver, c'est depuis 5 représentants, je crois que c'est depuis après la victoire du Cameroun en 1994, on est passé à 3, c'est ça?
Oh oui, déjà, ça s'est fait de manière crescendo, Oui. voyez-vous. En 82, enfin, il y avait un représentant avant, mais en 82, il y en avait deux. Il y avait le Cameroun et l'Algérie. Oui. Et puis ensuite, c'est allé à 3 représentants. Et voilà, de 3 représentants, on est passé à 5, compte tenu aussi, en réalité, du nombre de participants. Parce qu'on tenait compte de ça, voyez-vous. Mais en termes de ratio participants et nombre de participants et puis confédération, je vais le dire comme ça, ben, l'Afrique est le dindon de la farce. Ne perdons pas ça de vue parce que l'UEFA, par exemple, c'est quasiment le nombre d'associations, le même nombre d'associations que l'Afrique. Hein. C'est 54, mais sauf que à l'UEFA, c'est d'abord 12 représentants, ça peut aller à 13, voire à 14 en fonction des barragistes. Donc on va dire grosso modo l'UEFA, c'est 14 représentants, mais l'Afrique, il y a 55 associations, on n'en a que 5. Donc c'est un peu le dindon de la farce. Après... Et on est passé à 5 après que la compétition soit allée à 32 équipes. 32 équipes, justement. Donc c'est en fonction, parce que si d'aventure le président Gianni Infantino faisait passer voilà, ce qu'il tient à faire, c'est-à-dire de 32 à 48, ben, on en aurait 9 parlant de représentants africains, c'est-à-dire en 2026. On espère que ça va se passer comme ça. Mais entre-temps aussi, évidemment, on tenait compte des résultats des Africains, parce que quand vous n'oubliez pas, quand vous ne faites pas une bonne figure en phase finale de Coupe du Monde, ben, évidemment, vous regressez en termes de ranking FIFA, et ça fait que vos désirata ne sont pas tenus en considération, je vais dire comme ça. Alors aujourd'hui, on a ces représentants, ils sont 5 et c'est ainsi depuis plusieurs années. On est allé à 6 exceptionnellement en 2010 quand l'Afrique du Sud avait organisé, puisque étant pays organisateur. Donc, alors, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce le manque de patriotisme qui empêche ces équipes de gagner? Est-ce l'impréparation? Ou alors on peut puiser les raisons ailleurs? Ah oui, en réalité, un peu des trois. Faisons un peu une sorte d'anthropologie, justement, de l'évolution du football. Avant, il y a 25-30 ans, on en était rendu au football passion, voyez-vous. Ça n'était pas un football business, parce que même en France, le football français est devenu professionnel qu'en 2004, à proprement parler. Entre-temps, il était un football peut-être pas amateur, mais les clubs n'étaient pas mutés en société, voyez-vous. Ils sont mutés en société autour de 2004-2005. Donc, il est devenu professionnel. Mais parlant de la Coupe du Monde, vous savez, quand on était en plein dans le football passion, évidemment, je vous prendrai des cas. Une équipe comme le Dynamo Douala, que je connais très bien, un joueur emblématique comme Jacques Sincotte, en toute honnêteté, quand on le convoque pour 82, ben son président, Bous Poulmoran, pense que les Lions feront une figuration. Voyez-vous, au premier mondial, première qualification, face à la Coupe du Monde en 82 en Espagne, ils pensent qu'ils feront une figuration. Donc, on ne peut pas, justement, lui prendre tous ces éléments de la Dynamo. Parce que pour lui, la Dynamo, localement, elle est forte. Et même à l'échelon continental, quand il s'agit d'aller représenter le Cameroun pour les Jeux africaines. Donc, ce n'était pas les internationaux à l'époque, c'était de la figuration. Ben, on se disait, bon, on y va peut-être pour apprendre ou bien pour participer, comme le disait De Coubertin. Mais progressivement, étant passé du football business, ben, les équipes africaines, compte tenu aussi, en fait, parce qu'il y a 30 ans, on comptait très peu d'internationaux africains du côté de l'Occident, on en compte assez maintenant. Vous avez des équipes de 20, 22, 23 joueurs, dont les 23 jouent de l'autre côté. Donc, ça commence, les mentalités commencent à changer. On rencontre les mêmes qui remportent les Coupes du Monde avec leur sélection. On rencontre les mêmes en club, même en championnat qui remportent les Coupes d'Europe. Et du coup, on se dit, ben, on remporte ces Coupes d'Europe avec, ben, on peut. Qu'est-ce qui fait maintenant, en réalité, que depuis un certain temps, que l'Afrique n'ait pas atteint un certain niveau, même si en 90, le Cameroun a donné le ton en faisant quart de finale, et que le Sénégal, en 2002, et puis chez nous, en Afrique du Sud, en 2006, le Ghana a fait quart de finale, c'est parce que justement les mentalités ont évolué. Mais sauf que même quand les mentalités évoluent, il y a un problème qui se pose. Et on parle bien de la géopolitique. C'est hyper important. Quand on sait que le sport, et de manière singulière, le football est le vecteur de communication par excellence. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? On empêche purement les Africains de continuer. Je vous prends un exemple pour étayer mes propos. En l'état, Gianni Infantino souhaite ardemment que la Coupe du Monde se joue tous les 2 ans. Évidemment, pour les Africains, ce serait sympathique parce que ça rentrait de l'argent, parce que celle du Qatar, tous les pays qualifiés, c'est de l'ordre de 6 milliards. Mais sauf qu'en Afrique, ben, si la Coupe du Monde se joue tous les 2 ans, les compétitions continentales seront mortes. Donc la CAN va se jouer certainement après 4 ans et il y aura plus justement cette plus-value-là des joueurs locaux. Quand on sait que certains pays du Maghreb notamment jouent avec 80% de joueurs évoluant localement, c'est-à-dire sur place. Je prends un pays que je connais très bien, l'Égypte, j'y suis allé plusieurs fois, vous voyez, à Ali, d'ailleurs même les internationaux, c'est à Ali, Zamalek, Pyramide, etc., etc. Donc ils jouent localement. Donc si la CAN, à un moment donné, se joue après 4 ans, ben, c'est fait exprès à dessein depuis la FIFA que les compétitions locales soient amoindries et du coup, la
l'Afrique, on lui mettra forcément les bâtons dans les roues pour qu'elle n'atteigne pas les autres jours, je vais le dire comme ça, parlant de la Coupe du Monde. Donc c'est fait à dessein. Maintenant, c'est fait à dessein. Les mentalités ont pourquoi les mêmes décisions ne sont pas prises vis-à-vis de l'UEFA, de la CONCACAF et autres? Je vais vous dire, oui. Il y a 6 confédérations dans le monde du foot, mais il y en a une en réalité qui est la FIFA bis, c'est l'UEFA. Ceci est compréhensible parce que l'UEFA, avec le président Séphiri et même avant Michel Platini, etc., ils ont fait en sorte que l'UEFA soit autonome financièrement, que l'UEFA soit la destination, j'ai envie de dire par excellence, de tous les joueurs, parce qu'on joue en Amérique Sud, qu'on joue en Afrique, qu'on joue en Europe, on converge vers l'UEFA. Donc avec tout ça, ils ont même, je vous prends un exemple, la Coupe du Monde évidemment, elle se joue sur un mois. Celui qui remporte la Coupe du Monde, c'est de l'ordre de 25 millions, 28 millions d'euros. Mais l'UEFA, c'était la Champions League. C'est vrai que ça se joue sur 6 mois, mais celui qui la remporte, c'est quasiment de l'ordre de 40 millions d'euros. Donc du coup, c'est davantage plus rémunérable que la Coupe du Monde, évidemment. Les timings, les périodes ne sont pas les mêmes. Donc ils se comportent de telle enseigne qu'ils sont comme la deuxième FIFA bis. Et du coup, même la FIFA, quand elle s'adresse à l'UEFA, elle met des réserves. Parce que l'UEFA peut se décider maintenant de se désolider de la FIFA, que ça ferait de mal à personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont autonomes financièrement et parce que tous les grands joueurs y convergent. En un mot, vous me dites que la FIFA est dépendante de l'UEFA? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. D'accord. Jonathan Batenguine, quelle lecture faites-vous du traitement fait aux équipes africaines dans ces compétitions internationales? Ce traitement, il est injuste, il faut le reconnaître, parce que si on prend rien que la zone Amérique du Sud, si on part sur le principe que les victoires à la Coupe du Monde donnerait accès à plus de places de représentants à la Coupe du Monde. Effectivement, l'Amérique du Sud aurait ses 10 représentants qui seraient qualifiés d'office pour la Coupe du Monde. Parce que, pour la simple raison que quand on prenait les Coupes du Monde gagnées par l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, tout à fait, ça leur donne droit, si ça ne donnait droit qu'à une place, ils sont déjà au moins à 10 Coupes du Monde, ces 3 pays, ou bien à 8 Coupes du Monde. Si ce n'était qu'une seule place, ils seraient donc à 80%, parce que là-bas, il n'y a que 10 pays. L'Europe, qui se retrouve avec pratiquement 35 pays, donc 50 fédérations, a 13 représentants. Sur quelle base? Parce que le noyau de la FIFA d'abord, c'est en Europe. Il faut le reconnaître. Les premières institutions, à partir de 1920, les premières fédérations qui constituent la FIFA sont en Europe. Ce n'est pas sur un autre continent. Et puis les Sud-Américains, les Américains se sont greffés beaucoup plus les Sud-Américains. Ils ont demandé un peu plus de place. Et ce n'est qu'à partir de 1930 qu'on a eu la version Coupe du Monde telle que nous l'observons. Une Coupe du Monde qui s'est déroulée d'abord avec 16 pays. Puis en 82, la première grande réforme, on passe à 24 pays. Et la nouvelle réforme, à partir de 98, qui nous donne 32 pays. Les 32 pays, l'augmentation ne s'est pas faite au prorata en faveur des Africains, parce que les Africains, à partir de 90, ça a été le plus grand exploit réalisé par le Cameroun, les quarts de finale. Donc, au lieu des 2 représentants auxquels l'Afrique avait droit, on passe à 5. Donc, ils se disent qu'ils ont fait trop de concessions pour l'Afrique. On passe à 5. Mais il y a une nouvelle réforme qui est en jeu. La nouvelle réforme, c'est depuis 2017 qu'elle est en marche. La FIFA compte passer la Coupe du Monde à 48 équipes. Dans les 48 équipes, l'Afrique pourra avoir 9 représentants. L'Europe passerait à 16. L'Amérique du Sud passera à 6. Dans le CONCACAF, les autres pays... Est-ce que ce ratio, justement, bien que se voulant un tout petit peu équilibré, ne donne pas plus de chances aux équipes européennes de remporter la compétition? Les chances de remporter la compétition, s'il faut le dire, si c'est le ratio, si c'est le nombre d'équipes qui participent, eh bien c'est que le Brésil ne gagnerait pas les Coupes du Monde, ou bien les pays d'Amérique du Sud. Mais il est clair quand même que la surreprésentation de l'Europe est un gros avantage dans le calcul des probabilités. Parce que la probabilité qu'on ait une équipe européenne qui gagne la Coupe du Monde est plus élevée en fonction de la masse d'équipes qui participent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le facteur le plus important, et c'est ça qui a été posé par M. Mahop, notre co-panéliste. Il disait, c'est le facteur contribution au sein de la FIFA. C'est le facteur le plus important. Lorsque les Américains, par exemple, ont commencé à revendiquer plus de places pour l'Amérique du Nord, vous savez, l'Amérique du Nord aujourd'hui, c'est 4-5 places. Donc, l'Amérique du Nord, les Américains ont mis de l'argent
Par exemple, le plus gros partenaire financier de la FIFA, c'était Coca-Cola. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je crois que Coca-Cola a été doublé par quelques sociétés asiatiques. Oui. Mais jusqu'à une proche époque, c'est Coca-Cola qui finançait l'essentiel de la Coupe du Monde. Je vais en ajouter, permettez, Coca-Cola, ils ont Visa également, ils ont Green Card également, Mastercard justement. Même si parlant de Mastercard, on sait ce qui s'est passé. La FIFA a eu une sorte d'entourloupe pour que Visa parte, pour que Mastercard devienne, mais c'est toujours aux Américains pour ajouter un peu d'eau dans votre moulin. Ils ont apporté un peu plus à la table. Donc on reste dans, il faut le dire, dans la logique néolibérale. Alors, ma question ici, la FIFA serait-elle à la solde des plus donnants dans ce cas? Oui, en fait, c'est à ça que je voulais revenir. Oui. Donc la FIFA, en fait, c'est une organisation qui est à la solde des meilleurs, du mieux disant. Donc on pose sur la table les enchères. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus? Si vous payez plus, vous avez plus de pouvoir dans les centres de décision qui sont clés. On prend un autre élément pour qualifier cela, en dehors simplement des répartitions de places. Les États-Unis compétissent en 2014 pour avoir la Coupe du Monde 2022. Monsieur Blatter, qui a été sérieusement engrossé par, il a été sérieusement alimenté par les réseaux du Qatar, décide d'attribuer la Coupe du Monde avec les Zidane, parce que si on dit c'est Blatter, c'est comme s'il avait fait seul. Lui-même, il a dit que Platini était dans l'affaire, dans le coup. Donc, il a entraîné toutes ces personnes dans le groupe. Toutes ces personnes ont été arrosées des dollars du Qatar. Et la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. D'ailleurs, on a appris à la suite de l'enquête qui a été ouverte par les États-Unis que les boules avaient une température. Oui. Donc, il y avait des boules chaudes et des boules froides. Donc, il y a eu un système bien organisé qui montre que, en fait, ce n'est pas un système si objectif que ça. Les acteurs dépendent d'un ensemble de variables, comme les variables interpersonnelles et le facteur corruption qui est un élément majeur dans la FIFA. Donc, l'attribution de la Coupe du Monde, quand le Qatar obtient l'attribution, qu'est-ce qui se passe? En 2015, la justice américaine ouvre une enquête contre Sepp Blatter. Conséquence, Sepp Blatter va couler. Platini, qui croyait qu'il allait prendre la FIFA après avoir pris l'euro, Blatter dit, ah, si je coule, toi également tu coules parce que tu as été le canal par lequel on est passé pour me faire couler. Il fait couler également Platini. Et les deux, c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans le panneau. Puis, Infantino émerge comme étant un acteur de compromis. Mais Infantino, il faut bien comprendre, Infantino, c'est quelqu'un qui est bien huilé au réseau américain. Donc, quand Infantino émerge, Infantino vient essentiellement avec une nouvelle philosophie qui est adossée sur la philosophie que voulaient les Américains pour la FIFA. Oui. Dans la nouvelle réforme qui est en train d'être faite, les organisations comme la CAF, qui sont des organisations qui apportent des contributions de leur point de vue résiduel, mais qui ont des compétitions très prisées du point de vue en matière de redevances audiovisuelles, de contrats publicitaires, ces organisations-là ne devraient plus être pilotées seulement par les acteurs régionaux, ils devraient être pilotés directement à partir de la FIFA. Donc, dans le cas de la géopolitique, c'est effectivement une question d'argent qui, aujourd'hui, dirige les décisions. La parole du plus fort est la meilleure, la parole du plus offrant est la meilleure. L'Afrique, donc, marginalisée parce que n'ayant pas des moyens de faire comme les autres, Emmanuel Maroc. Oui, on va le dire, mais après, ceux qui dirigent, j'allais dire, la Confédération africaine de football, depuis que Ayatou n'y est plus, voyez-vous, hein, il a eu une sorte d'épée de Damoclès depuis 2002 d'ailleurs, après qu'il soit porté candidat à la FIFA, qu'il ait été battu. Mais lui, il a fait quelque chose de particulier, c'est qu'avec Sepp Blatter, il l'avait compris. Sepp Blatter, justement, avait collaboré avec lui. Il lui a dit à Ayatou, ben, j'ai compris, je souhaite justement que tu restes mon lieutenant à la CAF, le temps que tu voudras, mais je vais également servir les intérêts de l'Afrique. C'est très important de le noter. Oui. À contraire de ceux qui sont là maintenant, et comme disait le consultant, il fait une superbe analyse là-dessus. Ceux qui sont maintenant, en toute honnêteté, au contraire, veulent servir les intérêts des autres, au lieu de servir... Pendant que vous parlez, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, oui, effectivement, je vois Peter qui m'écrit, Peter depuis l'Écosse, pour demander si on peut déjà appeler. Oui, vous pouvez appeler. Allez-y, c'est exactement ça. Maintenant, ça dépend des hommes, parce qu'au-delà de tout,
l'Afrique a le potentiel humain. Oui. L'Afrique a le potentiel humain dans le jargon footballistique mondial. À partir du moment où vous avez le potentiel humain et qu'on sait que les véritables acteurs même du foot, c'est les hommes, au-delà de quelques aspects pécuniaires, convenez avec moi que vous pouvez faire le bras de fer. Oui. Je vous prends un exemple. Ahmad Ahmad, que vous connaissez très bien, au sortir de sa deuxième année, avait compris, au-delà, malgré le fait qu'il n'ait pas réellement fait les 4 ans, parce qu'avec la Covid-19, etc., tout était en branle, mais il a compris à un moment donné que je devrais plutôt défendre les intérêts de l'Afrique au lieu de défendre les intérêts de l'Europe. Et voyez-vous, on lui a mis des bâtons dans les roues pour l'extirper, pour l'éloigner de cette candidature-là. Je pense que si Ahmad Ahmad était revenu au-delà, justement, de la forteresse, justement, établie par les États-Unis, ben, les choses allaient bouger. Et il dit quelque chose, parce que, j'ai envie de revenir dessus, peut-être qu'il n'est pas allé en profondeur. Parlant des attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022, c'est effectivement de là que partent les problèmes de Blatter. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment, et on n'avait jamais vu ça pendant les conseils de la FIFA, qu'on avait attribué à 2 pays 2 Coupes du Monde différentes. C'est-à-dire le même jour, on attribue 2018 à la Russie et le même jour, on attribue au Qatar. Mais sauf que les deals avaient été passés. Les deals avaient été passés avec Blatter. Les deals selon lesquels, si la Russie organise en 2018, en 2022, forcément, ça doit être soit l'Angleterre, soit les États-Unis. Donc, c'est pour cela que Blatter a eu les problèmes. Et par la suite, justement, il y a eu 3 pays qui sont revenus. C'était presque évident qu'il organiserait celle de 2026. Donc, les États-Unis qui se remettent dans la danse. C'est la raison pour laquelle Gianni Infantino, justement, est un peu libre de tout reproche, entre guillemets, parce qu'il a le mastodonte américain qui est derrière lui. Non, mais parlant de l'Afrique, en toute honnêteté, oui, l'Afrique est peut-être marginalisée, mais elle est marginalisée avec les hommes qui dirigent. Parce que quand vous regardez le président Motsepe, en toute honnêteté, il est un peu mi-figue, mi-raisin. En même temps, il est reconnaissant. Alors justement, parce que je voulais vous poser la question, quelle est la responsabilité des Africains dans cette marginalisation dont ils sont victimes? Alors, je prends un exemple comme ça. Là, le ballon d'or FIFA, et généralement, on sait que il y a aussi des journalistes qui votent, et beaucoup de journalistes africains. Mais ils ne pensent pas voter pour les Africains qui sont en lice. Oui, ils ne pensent pas. Il y en a certains sous-annominats qui nous ont dit en réalité qu'à un moment donné, on leur dictait le vote à suivre, on leur dictait la ligne de conduite à tenir. Tout simplement parce qu'il faut qu'un Africain soit mis en exergue, parce qu'on ne comprend pas. Quand on regarde le débat... Sont-ils obligés de respecter ces consignes? Ils ne sont peut-être pas obligés, mais après, je vais vous dire une chose. Le football assez particulier, c'est que ce qui se joue en réalité sur le terrain, c'est 15-20%. Mais l'autre partie, qu'on ne voit pas, elle se fait dans les antichambres. C'est comme ça le foot. Heureusement pour certains, malheureusement, on ne peut pas en l'état justement se passer de ça. C'est la raison pour laquelle tout est fait à dessein pour que l'Afrique soit marginalisée. Mais heureusement quand même que certains grands hommes en backstage sont en train de venir. Peut-être qu'ils prendront les rênes de la CAF pour cette fois-ci dire ok, non, l'Afrique ne doit pas être marginalisée. Les intérêts de l'Afrique sont ceci, sont cela. Parce qu'il a dit quelque chose de très fondamental. En l'état, qu'est-ce qui se passe? Mais Motsepe, il est un peu une marionnette en toute honnêteté parce que toutes les décisions sont prises par Gianni Infantino. D'ailleurs, le secrétaire Monsengo d'origine congolaise, il est de nationalité suisse. Il a bossé longtemps à l'UEFA avec Gianni Infantino. Et certains même de la communication, etc., sont des employés de la CAF. Alors que Souayatou ne pouvait être employé de la CAF que ceux-là qui étaient africains à proprement parler. Mais sous Gianni Infantino, on vous amène les Italiens, on vous amène les Suisses pour travailler à la CAF. Et c'est eux qui font et défendent la CAF. D'ailleurs, parlant de l'organisation de la 32e édition de la Coupe des Nations qui s'est tenue au Cameroun, le Cameroun choisit un siège que vous connaissez très bien, le Papouzi, par les sports de Yaoundé, qui nous coûtait au Camerounais près de 500 millions de nos francs CFA. Mais voilà, on vous dit en amont, la FIFA vous dit non, 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 on a une structure un peu plus sympathique, on choisit le palais des congrès, mais ça devait vous coûter. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il faut bien rappeler l'épisode où on a voulu imposer à l'Afrique de jouer la Coupe d'Afrique des Nations en saison pluvieuse, c'est-à-dire en été chez eux. C'était en juin. Oui, l'Afrique a dû batailler pour qu'on maintienne le calendrier initial. Jamais même une bataille qui s'est faite de manière naturelle. Pour la simple raison que quand le Cameroun en réalité doit, d'ailleurs ça commence par le Maroc, n'ayons pas peur de le dire, Maroc en 2015, on en a souvenance, il faut que la Coupe d'Afrique sous Issa Hayatou se fasse courant janvier-février, comme ça se fait, mais les Marocains, sous la dictée, on va le dire comme ça, de Michel Platini, qui était président de l'UEFA, leur impose de la jouer en juin, sous le fallacieux prétexte qu'il y a Ebola, etc., du côté de Conakry, du côté du Libéria. Mais sauf qu'entre-temps, le Maroc, vous connaissez très bien, il y avait des leaf flights entre Casablanca et Monrovia, Casablanca, et puis voilà, ces pays de l'Afrique de l'Ouest, compte tenu du fait qu'on sait dans quelles conditions Ebola a été contaminé, mais c'était un paradoxe que de penser qu'il y ait des daily flights, mais que le Maroc
Maroc pense qu'on repousse la date en juin. Mais Issa Hayatou avait compris, voilà, ce que les Marocains voulaient, en toute honnêteté, amener la CAN à se jouer en juin et en juillet. Et Issa Hayatou, moi je l'ai interrogé plusieurs fois, voulait que l'Afrique, justement, en soit à être l'orthodoxe, enfin, que l'Afrique reste avec son orthodoxie. Oui. Parce que, entre-temps, toutes les compétitions se font en été. Voyez-vous, comme le ball avec la Copa América, etc., oui. L'Euro, quand ça se joue, etc., la Coupe du Monde. Et du coup, le président de l'Équateur-Guinée avait pris sur lui en 45 jours. Teodoro Obiang Mbazoro, exactement, en 45 jours. Permettez, je reviens à vous, messieurs. Peter est au bout du fil. Il souhaite dire son mot sur cette thématique qui se veut très intéressante. Peter, bonsoir. Vous nous appelez comme d'habitude. On vous écoute, cher ami. Bonsoir, M. Bassi. Merci, co-center, et je dis bonsoir à votre invité. Je veux donner mon petit avis sur la thématique. Il y a des choses que nous devons comprendre en Afrique pour pouvoir contourner la géopolitique du football. C'est d'abord le résultat. Quand je dis résultat, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout de ses peines, comme le Cameroun a montré hier face à l'Algérie. Deuxième chose qui est très importante, c'est, comme j'étais en train de penser, la deuxième chose la plus importante, comme je peux le dire, c'est de clouer le bec à la FIFA. La FIFA, c'est l'équivalent de l'ONU. C'est l'équivalent de l'OTAN, c'est l'équivalent de l'ONU. On a tous vu ce qui s'est passé au Mondial 90 avec Valérie Nepomniachtchi, qui, étant lui-même européen, n'a pas donné le cutus au Lion pour aller jusqu'au bout. Vous voyez, face à l'Angleterre. Donc, il faut nationaliser d'abord les entraîneurs, cesser de prendre les entraîneurs européens parce qu'ils peuvent se sentir frustrés si c'est face à la pop nation qui sont en train de jouer. Parce que là, on ne joue pas l'honneur. La preuve, les Européens nous ont montré dans cette crise ukrainienne qu'ils préfèrent les Blancs que les Noirs par rapport aux réfugiés. Beaucoup de réfugiés africains sont ici. Excusez-moi de sortir un peu de la frontière. On a préféré loger des Ukrainiens que de loger des Africains. Donc, vous comprenez que les Blancs, ils pensent d'abord à eux. Alors, si nous, on prend conscience de prendre des entraîneurs qualifiés, nationaux, dans nos équipes nationales, il y a l'esprit patriotique qui va beaucoup peser sur l'équipe qui va être sur le terrain. Vous comprenez? Et là, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Sinon, on risque de se retrouver comme la finale de la Coupe arabe entre l'Algérie et le Qatar avec des temps additionnels de 30 minutes. Je vais exagérer comme ça, mais pour vous dire que ce sont des choses qui peuvent arriver dans ce mondial. Pour faire une prédiction, je peux dire que cette fois-ci, il y a des signes qui sont donnés. Il est fort probable qu'un pays africain va jouer la finale. Ça, c'est clair. Et aux grandes dames des Européens, parce que l'ordre mondial ne change pas seulement sur le plan géopolitique, mais il peut aussi changer sur le plan géosportif. Voilà un peu ce que je voulais préciser comme accent. Donc, de la même manière qu'on fait la lutte panafricaine, excuse-moi, je suis à l'égard, donc vous allez entendre beaucoup de trains passer. Donc, comme on est dans le combat panafricain sur le plan géopolitique, on peut également sur le terrain pour prouver que le monde a changé, la coupe peut changer aussi de continent et peut venir en Afrique. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup et bonne continuation. Allez, Bye. Merci à vous, très cher Peter, depuis l'Écosse. Alors, on va prendre un autre appelant. Vous le savez, nos émissions sont interactives, Emmanuel Mahop. On aime bien ça. Ça nous permet aussi de mesurer le pouls. Et Ken, il nous appelle du Cameroun. Bonsoir, Ken. Bachir Ladan, bonsoir à tes invités de ce soir, Jonathan Batengene et Emmanuel Mahop. Merci encore pour le débat de ce soir. Frères, puisque ce soir, on parle sur le football à l'échelle internationale, avant de rebondir sur la place que la FIFA a depuis toujours accordée à l'Afrique dans sa participation aux grandes compétitions footballistiques et internationales, permet aux Africains que nous sommes de dire qu'il est tout à fait injuste que par une vacuité de prétexte, on ait depuis toujours refusé à un pays comme l'Inde de participer à la Coupe du monde de football.
dans un monde qu'on dit pourtant mondialisé. Pour revenir sur l'Afrique, on sait bien que l'Afrique est constituée de 54 États. Et quand on regarde les critères suivant lesquels on choisit le nombre de pays en Afrique qui prend part à cette compétition internationale de football, il est évident qu'il n'y a pas équité par rapport au nombre de pays en Occident qui participent à cette compétition et qui sont bien plus nombreux qu'il le faut. Or, l'Afrique ne peut pas avoir 54 États et n'avoir que 5 pays qui la représentent à la Coupe du Monde. Cela lui est défavorable. C'est vrai que quelqu'un nous dira que cela ne justifie pas le fait qu'aucun pays africain n'ait jamais gagné de Coupe du Monde et n'a non plus jamais franchi la ligne des demi-finales. Mais n'oublions pas que lorsque l'Occident, qui se plaît à jouir tout seul de toutes les gloires, organise sa chose, il fait tout ce qu'il peut pour en rester le principal glorieux, y compris dans la pratique. Pas étonnant donc si depuis toujours on ne permet pas à l'Inde de participer à la Coupe du Monde, vu que la spiritualité dont elle dispose est assez grande, voire prépondérante, pour lui permettre d'exceller et de toujours faire la différence dans ce sens. Comme l'on te dit, certains Africains clairvoyants et objectifs, à l'instar du président Badakani, si les critères d'équité et de transparence ne sont pas rétablis dans les compétitions de football telles que l'Occident l'impose depuis toujours au monde, alors il faudrait bien que l'Afrique songe à laisser cet Occident se glorifier lui seul dans ses compétitions iniques et sibyllines, puis pense à créer les siennes à domicile, histoire de ne plus se laisser humilier dans des compétitions qui sont faites de manière à ne jamais permettre à aucun pays africain d'en sortir un jour victorieux. Voilà frère, ce que je tenais à dire ce soir. Cela fait, je te rends le micro et je reste à l'écoute pour la suite. Merci. Merci très cher Ken depuis le Cameroun. On va prendre 2 ou 3 autres appelants puisqu'ils sont très nombreux. Zerfel nous appelle et lui il est en Allemagne. Bonsoir Zerfel. Ok, bonsoir Bachir. Ça fait longtemps, depuis que la télévision elle est ouverte, c'est le premier coup du film que je vous envoie. Et je suis content de d'une télévision for you. Et je suis fier de vous. Et puis, bon, par manque de temps, je ne vous suis pas trop, mais aujourd'hui, je vais dire quelque chose de très important. Parce que moi, je ne vais pas faire chose géopolitique comme chose en football. Il faut qu'on soit réaliste quand on parle de quelque chose qui concerne tout le monde. Il ne faut pas mettre la politique. Vous, les politiciens, vous êtes bien placés pour le faire en politique, mais moi, je suis particulier, un civil. Je dois parler comme un civil. Voilà la situation aujourd'hui quand on dit pourquoi l'Afrique ne peut pas gagner sur la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, et on a tous les moyens pour qu'on rapporte cette Coupe. Mais nous, les Africains, on ne met pas ces moyens pour qu'on développe ce football en Afrique. C'est-à-dire que nous avons des meilleurs joueurs, nous avons des meilleurs athlètes, mais nous, les athlètes, on les minimise. C'est-à-dire qu'il est préférable. C'est aujourd'hui parce qu'on doit dire merci d'abord à l'Europe qui a su prendre nos joueurs, nos athlètes en compte pour qu'ils jouent dans leurs équipes aujourd'hui, pour que nous puissions même aller un peu dans cette compétition. Or que nous avons des moyens qui sont devant nous, nos autorités, ils ne nous permettent pas de mettre ces moyens en pratique pour la jeunesse. Alors, pour le football, aujourd'hui, quand vous regardez l'Europe, toutes les choses, toutes les équipes ici, ce sont des équipes professionnelles. C'est-à-dire que le monsieur se lève le matin, il s'en va au travail. Or, chez nous, c'est quand il y a les compétitions, on va chercher maintenant des gens dans les villages qui n'ont pas couru pendant qui ne peuvent même pas courir plus de 2 minutes ou de 5 minutes, qu'on va les mettre sur le terrain. Comment ils peuvent compétir pendant les athlètes qui ont couru pendant des kilomètres sur des kilomètres, et tu vas mettre un monsieur qui ne peut même pas faire 10 minutes sur un parcours. Alors il faut qu'on soit réaliste.
On a aujourd'hui des équipes professionnelles en Afrique. Vous allez voir, parce que les gens vont travailler comme ça se doit ici, et vous allez voir que nous allons compétir comme les autres, et ils vont même, c'est peut-être par finir, ils vont nous dire qu'on ne va plus compétir parce qu'ils vont nous mettre dans la bulle des choses des Indiens pour dire que nous sommes des magiciens. Parce que nous avons la capacité, mais ces capacités, on ne les utilise pas. Il faut qu'on dise merci à l'Europe aujourd'hui qui a pris certains de nos joueurs, les pros qui jouent aujourd'hui, qui nous font le nom aujourd'hui, qui font le nom de l'Afrique aujourd'hui est sorti, sont formés ici, et comment dirais-je, en Europe, parce qu'ils ont eu des compétitions professionnelles. Alors, donc, quand on dit on ne peut pas gagner, moi je suis d'accord, parce qu'on ne peut pas gagner parce qu'on n'a pas une équipe professionnelle, on n'a pas des équipes pro en Afrique. Alors, pourquoi on peut gagner une coupe comme ça, où il y a des athlètes doués, c'est-à-dire que des noms qui peuvent courir des kilomètres. On a vu chez la Coupe du Monde tout récemment, ou chez, comment dirais-je, chez le milieu du terrain, je pense de la Croatie, et que le monsieur qui joue, son nom m'échappe un peu, alors il a été le meilleur dans cette coupe. Bien sûr qu'ils n'ont pas gagné la finale devant chez la France, mais il a été le meilleur parce qu'il a joué tous les matchs sans être fatigué. Et quel Africain qui peut jouer comme ça? Alors c'est pourquoi, pour terminer, je vais d'abord féliciter, comment dirais-je, le Cameroun, la manière qu'ils ont joué hier. Si toutes les équipes en Afrique jouaient comme ça, je pense qu'on pourrait compétir et avoir aujourd'hui, bien jouer la finale de cette Coupe du Monde. Donc on rêve. Alors, Monsieur Bachir, je vous remets votre micro pour que d'autres puissent intervenir aussi. Je vous dis merci et je vous dis merci aussi à vos invités. Merci infiniment, très cher Zerfel, pour la contribution depuis l'Allemagne. Alors, Zerfel qui engage la responsabilité africaine, finalement, Jonathan Batengene. Oui, il y a une part de responsabilité. On n'investit pas assez dans le sport. Pas parce que les Africains ne veulent pas investir, mais parce qu'il n'y a pas de plans marketing qui sont bien outillés, qui sont avec des return on investment, qui permettent aux investisseurs de voir quel est leur intérêt à investir dans notre. Alors, si l'on prend essentiellement cet aspect, s'il ne fallait que ça, est-ce que les pays du Maghreb ne seraient pas donc vainqueurs, ne serait-ce qu'une seule fois de la Coupe du Monde? On sait que l'Égypte, par exemple, c'est un championnat professionnel. Est-ce que l'Afrique du Sud, par exemple, elle aussi ne serait pas victorieuse si l'on ne s'en tenait qu'à cet aspect de la chose? Non, l'élément d'investissement ou bien de prise de parole à la FIFA n'est pas directement corrélé à la victoire lors de la Coupe du Monde. Parce que si on lit les deux, on risque de donner l'impression que lorsque nous aurons 10 équipes, ou bien dans la nouvelle réforme, 9 équipes à la Coupe du Monde, ça veut dire qu'on aura forcément un vainqueur. Là, il s'agit de la préparation des équipes. On sait qu'en Afrique, il y a encore eu beaucoup de problèmes lors des phases de participation. Il n'y a que très récemment que le Cameroun a fixé les problèmes au niveau de son organisation fêtière, la FECAFOOT. Jusqu'à avant, on a eu en 98 les mallettes qui ont disparu non, c'était en 94, les mallettes qui ont disparu entre New York, entre Yaoundé et New York. On a en 98 des joueurs qui sont arrivés, ils avaient eu une bonne préparation, mais il n'y avait pas encore tout ce mental, toute cette vision d'une équipe, une grande équipe avec les éléments qu'il faut. Maintenant, il y a une décomplexification qui s'est passée en Afrique. Je peux vous garantir que pour le Qatar, moi je suis confiant. Qatar, je suis confiant qu'une équipe africaine ira au minimum en finale. Alors pourquoi cette assurance que vous avez? Pourquoi? Parce que actuellement, le mental avec lequel les équipes africaines abordent la Coupe du Monde est différent. À partir de 78, 76, je crois bien, 74, les premières participations africaines, on a vu un scandale entre l'Allemagne et l'Autriche pour éliminer l'Algérie. Ils ont joué pas du football, ils se sont fait des passes entre eux. Voilà, en 82, je crois bien. Ils ont fait 74. Donc, ils ont fait quelque chose qui n'était pas du football, c'était de l'anti-jeu. Mais ça, les Africains le découvraient. Parce que le monde, à l'époque, il était cloisonné. Est-ce que ça ne refroidit pas, justement, votre optimisme quant à une éventuelle victoire en 2022?
Alors, vous avez pris cet exemple disant que entre eux, ils se sont entendus, en parlant d'eux, je vais dire les équipes, les pays européens. Vous avez cité l'Allemagne et c'était l'Autriche, c'est ça? Tout à fait. Voilà, ils se sont entendus, ces deux pays, pour que l'Algérie ne passe pas. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous dit que ça ne se refera pas en 2022? Est-ce que c'est simplement parce que nos équipes ont cette niaque, cette envie, ce mental? Est-ce que c'est suffisant pour déjouer s'il y a complot? C'est suffisant. Vous savez à partir de quelle année les Africains ont commencé à gagner les championnats du monde de boxe? C'est récemment. Hein. C'est pas des affaires des années 60. Les champions du monde, c'est dans les années 2000 qu'on a commencé à voir des Africains monter au niveau mondial. Donnez-moi 2 secondes dans votre temps. Lamine Diop est en ligne et je crois, au risque de le perdre une fois de plus, je vous reviens. Lamine Diop, bonsoir cher ami, depuis Genève. Oui, bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs ainsi que votre technique, et puis bonsoir à votre panéliste qui participe à ces thématiques. Si je me trompe, il y en a un seul, parce que j'ai pris l'émission en cours. Tout premièrement, je félicite, je dis félicitations aux 5 qualifiés là, pour cette nouvelle édition en 2022 au Qatar. Ce sont des belles sélections, parce que si je ne me trompe pas, Bachir, je pense que Sénégal fait partie du premier dans le classement FIFA en Afrique. Il y a le Cameroun qui suit derrière, plus la Tunisie. Donc je pense qu'il y aura des belles choses pour l'Afrique pour cette nouvelle édition 2022. Cela étant, j'aimerais dénoncer le 2 poids 2 mesures de la FIFA. Je ne comprends pas que la séparation entre le sport et la politique ne soit plus de mise quand il s'agit de l'Afrique. Je dénonce le 2 poids 2 mesures de la FIFA qui caractérise, selon moi, le maigre nombre de qualifiés pour un grand continent comme l'Afrique. C'est vrai, les éliminatoires à la Coupe du Monde en zone Afrique est désormais devenu un objet géopolitique, politicienne, inégalitaire et instrumentalisé. Je suis contre ce 2 poids 2 mesures de la FIFA. Pourquoi en zone euro, une sélection comme Andorre ou encore Luxembourg ou le Saint-Marin ou Liechtenstein, etc., ont droit à une seule phase de qualification directe et éventuellement un seul tour de repêchage, et des sélections comme le Sénégal ou le Cameroun ou le Nigeria ou encore la Zambie, la RDC, etc., doivent se qualifier en 3 tours de phase de qualification. C'est abject. Malheureusement, cela montre bien la seule explication à cela, que l'Afrique noire est agressée de tous bords par des voyous en col blanc, déguisés. Alors, la révolte de la société civile africaine à travers plusieurs plateformes médiatiques à propos de ce 2 poids 2 mesures de la FIFA a attiré leur attention. Et en conséquence, le Conseil de la FIFA a en effet approuvé à l'unanimité le passage de 32 à 48 équipes du monde, et naturellement et vicieusement, le bureau du Conseil de la FIFA à Zurich propose donc la répartition suivante pour les 16 places supplémentaires. 9 sélections qualifiées pour l'Afrique contre 5 actuellement. Certes, pour les aficionados du football africain, c'est une excellente nouvelle, mais il n'empêche qu'il a fallu encore aux Africains sportives, mais comme ils sont forts, ces Occidentaux, pour voler les contestations populaires, donc la FIFA se verra redorer son image au niveau du continent africain. Or, nous savons tous, cette soi-disant association à but non lucratif qui est la FIFA est gérée par les gros sous du sponsoring des multinationales sportives américaines qui sont elles-mêmes sous la géopolitique de Washington et des familles d'élite financières. Preuve en est que quand la FIFA, qui défendait férocement la neutralité politique dans le sport, a dû manger cette logique sans vergogne en excluant la Russie de cette édition Qatar 2022, quand les États-Unis ont demandé à tous leurs leviers de contrôle d'agir contre la Russie. Et donc, par déduction, la FIFA, c'est un objet de géopolitique, politicienne à la solde de l'Occident. Merci, belle fin de soirée, à bientôt. Allez, à très bientôt, Lamine Diop. La FIFA, objet géopolitique à la solde des Occidentaux. C'est ce que nous dit Lamine. Vous poursuivez, Jonathan Batengene. Oui, donc s'il faut aller sur les calculs de représentation, encore là, on peut dire que les Africains, dans les revendications, peuvent se mettre en bloc et demander un peu plus de place. Parce que la réforme actuelle dit que nous aurons 9 places. Donc c'est encore le moment, parce que ce n'est pas encore mis en application, c'est encore le moment de faire pression pour que l'on fasse... Est-ce que l'Afrique peut parler d'une seule voix telle que... Cette question ne doit même pas se poser, parce que l'Afrique doit parler d'une seule voix. C'est important que l'Afrique se mette... Mais l'histoire quand même nous a renseigné suffisamment que très souvent on va en rang dispersé,
les intérêts des pays, par exemple, anglo-saxons ne sont pas les mêmes que ceux de l'Afrique francophone ou lusophone, entre autres. Emmanuel Maroc, oui. J'ai envie de répondre à cette question parce que oui. Moi, je suis un habitué des couloirs du Caire, donc je sais un peu comment ça se passe. Mais vous posez une question en réalité qui est très pertinente, voyez-vous. Ça n'est pas la même chose, compte tenu justement des blocs, etc. en Afrique, mais c'est fait à dessein. Mais après, je comprends, un jour, on devrait faire fixe ça. Vous savez, ceux qui dirigent réellement la Confédération africaine de football, c'est l'Égypte, évidemment, c'est le Caire, avenue du 6 octobre, c'est le siège de la Confédération africaine de football, c'est le Maroc, avec le président Lekja. J'ai pas peur de dire, parce que c'est lui qui défait et qui fait les présidents. Vraiment, Ahmad, lui, vous doit en partie son passage à la CAF, mais Motsepe, même si après, le Maroc, à un moment donné, il s'est questionné. Pourquoi je le dis? Parce que le Maroc, en réalité, à ce particulier, c'est que eux, la Fédération royale marocaine de football a un peu d'argent et du coup, elle finance entre 15 ou 20 autres associations en Afrique. Exactement. C'est justement pour ça que je demandais, est-ce qu'on peut parler d'une seule voix? Ça veut dire que la voix du Maroc sera forcément la voix des autres. Et voilà, compte tenu de tout ça, ça risque d'être difficile. Mais après, je le comprends, vraiment, je le dis, on se doit de parler d'une même voix. Mais j'ai envie encore de répondre à une question que vous lui avez posée maintenant. Vous savez pourquoi moi je serais confiant aussi comme lui? Parce que pour la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, courant novembre, décembre, elle est assez atypique parce que c'est la seule qui va se jouer en hiver. Je veux dire hiver européen. Hiver européen. Voilà, mais hiver là-bas aussi, parce qu'en été, on aurait eu des températures de 50 degrés, ça n'aurait pas été sympathique, même si les stades sont climatisés. Et je vous dis une chose, c'est que les championnats vont reprendre évidemment, courant juin-juillet, normalement comme ça se passe, pas juin, enfin juillet-août, les championnats vont démarrer, mais ils vont s'arrêter. Et du coup, toutes les sélections, et ça c'est là où l'Afrique justement doit en profiter. Toutes les sélections qualifiées, les 32 qualifiés à cette Coupe du Monde, auront au maximum 10 jours pour se préparer. Et on sait que dans ces conditions-là, ça n'est pas évident. Voilà, si une sélection n'a pas une cohésion, etc., en 10 jours, vous ne pouvez rien faire. A contrario, justement, des préparations antérieures qui auraient souhaité que les sélections aient eu 3 semaines, 1 mois de préparation. Et du coup, compte tenu du fait que toutes les sélections seront mises, justement, dans le même sac, je vais le dire, en termes de préparation, ben, l'Afrique peut avoir son mot à dire. C'est dans ce sens-là. Après, évidemment, il dit il y a une prise de mentalité, il y a une prise de conscience, il y a un éveil de conscience, comme qui dirait. Ce serait justement l'éveil de conscience plus préparation au même titre que les autres. Voilà ce savant mélange avec des internationaux, j'allais dire, rompus à la tâche. L'Afrique, pour cette saison, cette fois-ci, peut faire très très bien, peut aller très loin. Donc, on peut compter sur l'Afrique. Après, vous disiez une chose aussi. Vous savez, moi, j'aime prendre des exemples, même si ces exemples-là, à eux seuls, ne peuvent pas amener les équipes comme l'Égypte, enfin, comme les pays comme l'Égypte, comme le Maroc, à remporter. Parce qu'il y a d'autres facteurs dont il faut tenir compte. Vous savez, l'Égypte, championnat égyptien. Quand vous regardez, moi je les ai visités, j'ai eu la veine de les visiter par 2 fois. Quand vous visitez le siège d'un club comme Ali, à l'Ali, en toute honnêteté, budget annuel, c'est de l'ordre de 31 millions d'euros. Donc justement, quand Ali peut payer annuellement un international après 3 millions d'euros, convenez avec moi que voilà, c'est assez balèze là-bas. Ali Zamalek, 21 millions d'euros. En termes de budget, on compte, il est des clubs en France et dans certains pays qui n'ont pas ce budget-là, mais qui évoluent à l'élite, même s'il y a un certain SMIC. Mais ça ne peut pas amener certainement l'Égypte à aller remporter. Je pense que de manière naturelle, quand même, compte tenu de ces éveils de conscience, de perdre, vous savez, moi j'aime à dire une chose, le mur de Berlin, il a été détruit en 89, mais c'est pas tant les hommes qu'il avait voulu, même si le président français de l'époque, François Mitterrand, président de la République française, avait réuni ses pairs africains à la Baule en les préparant à la démocratie. Mais en réalité, il avait consulté les marges, le vent de l'Est ayant soufflé, donc de manière naturelle, le mur de Berlin allait s'écrouler. Donc je pense que l'heure de l'Afrique est arrivée, voilà, qu'on lui bloque les voies ou non, que ce soit en 2022, peut-être en 2026, l'Afrique, je pense, pour les 2 compétitions à venir, vous allez garder les bandes et en voie de faire quelque chose, un exploit. Et c'est pas Samuel Eto'o qui me dira le contraire, parce que son discours d'après-match, justement, le démontre à souhait. Il leur a dit à ses protégés Lions et Domptables, voilà, vous êtes qualifiés pour le Qatar, moi je n'y vais pas pour faire de la figuration. Si les autres ont gagné, pourquoi pas nous? Donc c'est le moment. Je vous dis, le facteur préparation des sélections pendant 1 semaine à 2 semaines est tellement important que c'est là-dessus, en toute honnêteté, que le vainqueur de la Coupe du Monde va... Pourrait tirer son épingle du jeu. On parle toujours de... vous parlez de cet éveil de conscience. Est-ce que l'histoire pourrait aider les Africains aujourd'hui à avoir un peu plus de tonus? Je cite 2 exemples.
en 1958. Le Soudan avait boycotté justement la Coupe du Monde, avait déclaré forfait en solidarité aux pays arabes que d'aller battre Israël, par exemple. La même chose, la CAF, elle également, avait complètement boycotté la compétition en 1966. Est-ce que nos équipes aujourd'hui pourraient s'inspirer de ce qui s'est passé à cette époque-là pour s'affirmer davantage? Bon, boycott, quelle est l'opportunité du boycott? Je ne sais pas trop. Mais s'il y avait un événement en Afrique qui nécessitait que certaines sélections, parce que bien sûr, avec la géopolitique sur notre continent, il y a des intérêts qui sont divergents ou bien qui ne sont pas convergents entre certains pays, pas forcément divergents, mais qui ne sont pas convergents. Donc, certains pays pourraient boycotter, ça pourrait arriver. Il peut même arriver que la CAF soit en train d'impulser un tel mouvement. Mais actuellement, ce n'est pas la donne. Parce que, la CAF elle-même est à la solde désormais de la FIFA. La FIFA est à la solde des Américains. Vous avez vu comment, dans le dispositif des sanctions contre la Russie, la FIFA a été entraînée à prendre des décisions. Pourtant, cette même FIFA avait, sur le cas palestinien, sur les cas d'autres pays, refuse de se prononcer en disant... Tout à fait. Oui, quelques heures avant, ce n'était pas prononcé. Finalement, la Russie exclue du mondial 2022. Et le CIO s'est également prononcé en bannissant tous les sportifs russes à 2 jours de la compétition paralympique de Pékin. C'est pourquoi les États-Unis investissent beaucoup dans le sponsoring ou du moins encouragent leurs entreprises. C'est ce sur quoi je voulais découler tout à l'heure. En fait, les États africains devraient avoir une politique de pousser leurs géants industriels, leurs géants économiques dans le sponsoring des grandes fédérations, la FIFA, la CAF. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se prémunir d'un certain nombre d'aléas à la longue. Lorsque vous avez une fédération où les grosses entreprises africaines sont les premiers promoteurs, eh bien, ça empêche les autres de venir vous dicter le timing des choses. Vous avez vu notre Coupe d'Afrique a failli aller au Qatar parce que les Qataris, en dehors des Marocains qui s'étaient prononcés, étaient bien prêts à accueillir la Coupe d'Afrique. Donc, ça empêche ceux-là d'avoir des visées et ça empêche d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, une CAF qui est plutôt pilotée par le secrétaire général un secrétaire général, un secrétaire adjoint, je crois bien, à la FIFA. Donc, c'est des situations comme ça que ça peut nous éviter à la longue. Et quand on regarde ce qui se passe avec la Russie, c'est-à-dire les Russes, ils étaient restés bien gentils. Vous savez, la Russie, c'est pas rien. Hein. Oui. Ils avaient quand même anticipé sur beaucoup de choses. Gazprom était le principal actionnaire sur la Champions League, sponsor sur la Champions League. D'ailleurs, même, il se dit qu'après les sanctions, le fait que Gazprom ait enlevé ses positions et ses engagements, se soit retiré de certains engagements, on se pose des questions sur comment se passera le transport des équipes dans le cadre de la Champions League. Je crois qu'ils vont régler parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses entreprises en Europe à la solde des États-Unis qui peuvent le faire. Donc, voilà les éléments qui peuvent nous dire que les Africains devraient investir dans le sport. Oui, mais je souhaiterais que nous changeons là-dessus. Vraiment, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Je vous dis, j'ai des informations selon lesquelles, voyez-vous, quand vous regardez le top sponsor de la CAF en ce moment, je n'ai pas envie de le citer, évidemment. On va pas faire de la publicité. On sait qu'il n'est pas africain. On sait qu'il n'est pas africain. Mais vous savez pourquoi, quand sous Hayatou, en toute honnêteté, ça je vous le dis, c'est des révélations que je vous dis, sous Issa Hayatou, il y avait certaines multinationales justement qui donnaient davantage. Mais compte tenu justement, et c'est aussi ça dont il faut tenir compte, d'où cette thématique inhérente à la géopolitique. Vous savez, certaines, l'Occident, je vais le dire comme ça, qui a colonisé certains pays africains, a compris, et j'aime à le dire sur les plateaux, l'éveil des Africains sur le plan politique, Joe. Mais du coup, ils savent l'importance du sport et singulièrement du football en Afrique. Et du coup, ils ont envie de recontrôler. Parce que quand vous avez le top sponsor de la CAF, évidemment, en conseil d'administration, il est présent. Partout, les grandes décisions se font, il est présent. C'est une façon de il a même amené la CAF. Voilà. Moi, j'ai vu pendant la CAN ici au Cameroun, il a amené la CAF à être dur avec son concurrent sur le marché local en lui demandant d'enlever un ensemble. Donc, c'était aberrant parce que ce concurrent est quand même
le principal financier de la fédération. Les entreprises africaines peuvent-elles faire le poids dans ce cas? Elles pourraient faire le poids, mais sauf que justement, il y a un panéliste, je pense c'est celui de l'Écosse, qui a dit une chose dans ce sens-là. Je vous le dis, quand je prends l'exemple, enfin, je n'ai pas envie de citer, il y a une multinationale africaine qui voulait coller son image à la CAF. En toute honnêteté, mais c'est pas encore grand. Le top sponsor, je veux dire, de la CAF en ce moment, s'est amené en donnant moins d'argent, mais il fallait rester là. Donc, à un moment donné, ceux qui dirigent l'Afrique, singulièrement même le président de la CAF, le problème est celui-là, c'est-à-dire l'éveil de conscience qui est en train de se passer doit amener nos chefs d'État, nos gouvernants à comprendre que le football occupe une place hyper importante dans la géopolitique, surtout dans la communication. Quand vous regardez un pays comme l'Arabie Saoudite, justement, elle ne se mettait pas. Mais depuis que Doha le fait, c'est-à-dire en organisant, en permettant justement à la Super Coupe d'Espagne de se jouer chez elle, voyez-vous, même l'Arabie Saoudite s'y est mise parce qu'elle comprend l'intérêt au-delà des pétrodollars. C'est quasiment 12 millions de production de pétrole par jour. Mais elle comprend qu'il faut une visibilité. Et cette visibilité-là, on ne peut l'avoir qu'en faisant le sport. Et même Doha, tout récemment encore, le Grand Prix de Formule 1 s'y est tenu. Ils voient l'importance. Et du coup, nos gouvernants, c'est un peu la solution, doivent se mettre ensemble, justement, et aider le président de la Confédération africaine de football à prendre des décisions qui favorisent, justement, les intérêts africains. Tant que ce n'est pas fait, malheureusement, Bachir, on va ergoter dessus, on va dire des choses. Sur ton argument. On va revenir, je vous donnerai une minute, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de l'émission. Il y a un dernier appelant, il appelle avec insistance depuis l'Angleterre. C'est Abou, on va lui donner la parole et on revient à vous, messieurs. Abou d'Angleterre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir Ladan. C'est monsieur Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Je salue tous vos invités de marque, en particulier Jonathan, et tous les appelants, les techniciens, le PDG de cette télévision, For You TV. Et en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, c'est comme on le dit toujours, que la main qui donne, c'est celle-là qui ordonne. Nous avons remarqué quoi? Que nos fédérations sont toujours subventionnées, encore malheureusement, par l'extérieur, la FIFA et tout. Donc il est clair que cette fédération de la FIFA encore ordonne et continue à diriger notre football, notre sport. Donc la solution c'est quoi? La solution est que c'est l'autodétermination. L'autodétermination peut venir comment? Comme c'est que les Européens font. Chaque club a des partenaires, les supporters sont des partenaires. Donc, dans le partenariat des supporters, ils cotisent, ils payent des cotisations, ils payent leur carte de membre et tout. Et régulièrement, par mois, par virement bancaire, il y a un montant qui passe directement dans le compte de la fédération. Et ainsi, une fois que la fédération est autonome financièrement, elle peut garder tous ces joueurs avec des bons salaires sur place, donc élever le niveau du professionnalisme du football africain. Parce que tant qu'on n'autofinance pas le football africain, on ne pourra pas rivaliser avec l'Occident. Vous comprenez? Donc, on peut dire que, puisqu'on a remarqué que les meilleurs joueurs du football européen sont souvent les Africains, il faut qu'on s'approprie au moins le football tel que les Indiens se sont appropriés l'informatique. Vous comprenez? On peut se concentrer dessus et être les champions du monde entier, puisque en Afrique, le football est roi. Donc, on peut utiliser les instruments qui existent déjà, ce que je viens de dire. Par exemple, le nouveau stade du Cameroun. Il faut que ce stade s'autofinance comme les stades d'ici. Il faudra qu'il y ait des boutiques qui marchent dans ces stades-là 24 heures sur 24 heures. Il faudra qu'il y ait des restaurants qui marchent 24 heures sur 24 heures. Il faut que ça s'autofinance comme on le fait ici, des boîtes de nuit, des boutiques du club. Tout ce qui est gadget du club doit être vendu dans ces stades-là, ou l'autofinancement. Donc, l'argent est le nerf de la guerre. Pour terminer, il faut qu'on s'autofinance pour relever le sport, le football africain. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye. Merci, cher Abou depuis l'Angleterre. Jonathan Batengene, on a 30 secondes, c'est ce que me signale le chrono ici.
Ou un dernier mot peut-être. Oui, je voulais juste apporter. Effectivement, vous avez vu un peu au Cameroun ce qui s'est passé. C'est que dans la réorganisation de la fédération, on a vu que les pouvoirs politiques s'y est mêlé et ça a créé quelque chose qui est un peu d'ordre. C'est la même chose qu'on devrait retrouver au niveau de la CAF. Je pense que jusqu'à présent, les chefs d'État africains ont regardé la CAF comme étant « Ah, ça c'est le football, ça c'est la distraction, on va laisser ces gens s'organiser. » Et quand ils y mettaient de la main, c'était pour dire « Oh, c'est un peu brûlant. Hein. » Là maintenant, c'est un enjeu géopolitique aussi majeur que défendre son pays avec une armée. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé avec la Russie. C'est vrai que c'est un peu cosmétique quand on regarde les sanctions contre le sport, les sportifs russes, mais il faut que les Africains se prémunissent contre ce type d'action si demain nos velléités émancipationnistes venaient à gêner ceux qui financent la FIFA. Merci. Et donc, Emmanuel Mahop, on me dit c'est fini, mais vous avez 30 secondes. Les chances des Africains maintenant au Qatar 2022, c'est 5 représentants. En un mot peut-être. Oui, elles sont intactes. Hein, je l'ai dit, compte tenu de la préparation qui va concerner tout le monde, maxi 14 jours. Donc on peut se saisir de cette préparation-là très courte pour permettre aux sélections d'aller faire des choses sympathiques. On le croit, on l'espère, et on sera au Qatar d'ailleurs pour couvrir ça. Tout à fait. ForYou Télévision sera également au Qatar pour couvrir ce grand rendez-vous du football mondial. Merci à Emmanuel Mahop, Jonathan Batengene et à tous nos téléspectateurs. Vous ne zappez pas. Dans 9 minutes exactement, vous retrouverez Linda, donc Dédi Foot, pour le grand journal sur ForYou Télévision. Bonne suite des programmes.